Donc, bonjour à tous. Donc moi je ne vais pas parler d'un personnage, mais je vais mettre un territoire en récit. Donc je vais quand même quelque part présenter un personnage un peu atypique. Autrement dit, la vallée de la Sonnelle, c'est 21,8 km qui sont peuplés par 8-9 villages. Si on va de près sous la Fauche jusqu'à la confluence, vous avez 9 villages. Vous avez très peu de gens puisque vous avez moins de 2000 habitants ici. Et vous avez donc un territoire qui se cherche. Donc moi, je vais vous le présenter un peu à la façon d'un géographe. Journée d'études. Donc, et je vais m'intéresser à la notion de vivre et d'habiter. Est-ce qu'il fait bon vivre? Est-ce qu'il fait bon habiter? Comment on vit? Comment on habite? Comment on reconstruit ici, dans le territoire donc, de la Sonnelle? Je regarde l'heure, il est moins 20. Bien, alors tout d'abord, habiter, qu'est-ce que c'est? Habiter, c'est l'acte de résider, bien entendu, d'avoir sa maison, son toit, mais c'est aussi l'acte de circuler, de vivre. On habite en allant au collège, en allant à l'école primaire, en allant faire ses courses, etc. Donc on a un périmètre, un territoire qui est plus ou moins grand. Ça veut dire que dans la notion d'habiter, pour tous les gens qui sont ici, bien entendu, il y a, aller en particulier à Neufchâteau, ou à l'Ifol, ou aller ailleurs. Et puis, derrière cette notion d'habiter, il y a aussi une collectivité, il y a un groupe, un territoire, un groupe, un attachement, où il y a également de nouveaux résidents, et il y a aussi et surtout donc de la cohésion, et les politiques de plus en plus parlent de vivre ensemble. C'est redondant dans les discours des politiques, nous vivons ensemble, nous devons être solidaires ensemble. La seconde, s'il vous plaît. Voilà le plan que je vais proposer, donc en 3 parties. Je vais tout d'abord essayer d'un peu d'expliquer les mots, car il est nécessaire d'expliquer les mots, leur contenu, leur fonction. Qu'est-ce qu'habiter? Qu'est-ce que l'habitat? Quid des espaces publics qui font le lien dans l'habitat? On est ici dans un espace public qui fait bien le lien au niveau de la collectivité. Dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer que le territoire est beau, qu'il est riche d'une histoire qui est assez profonde, importante, et que ce territoire, visiblement, sait relativement bien valoriser ses héritages, ses legs, qui sont assez nombreux. Alors tout d'abord, des habitats groupés, parce que vous avez des villages qui sont relativement petits et qui sont avec de l'habitat groupé, et comme ils étaient relativement loin de tout, et ils ont très longtemps été dans l'asthénie, ça veut dire... Le médecin dirait l'asthénie, ça veut dire le fait d'être malade, de ne pas être en forme. Je vous montrerai tout à l'heure une image qui nous montre que les villages dans les années 50, donc quand nous étions tous tout petits, eh bien ces villages étaient en partie en ruine, en partie avec des maisons abandonnées, etc. Je vous montrerai des exemples. Et qu'aujourd'hui, eh bien, au contraire, on voit que ces villages sont presque tous vivants, puisqu'il y a relativement peu de résidences secondaires et qu'il n'y a presque pas de ruines, et que la plupart des bâtiments ont été réappropriés. Je suis allé à Sionne il n'y a pas bien longtemps à une fête communale. Il y avait eu un barnum qui avait été mis donc derrière l'église. Il y avait plein de jeunes, ça dansait, ça rigolait. Il y avait visiblement de la vie. Et moi, ça m'avait rassuré, si vous voulez, par rapport à ce qui aurait pu être il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années. Et puis, dans une dernière partie, alors... Il y a aussi, et ça c'est une richesse quand même pour le territoire, il y a aussi de l'habitat dispersé, puisque ici vous êtes sur des confins, et que ces confins ont été fortifiés. Gérard Juliato vous parlera de ces maisons fortes, de ces châteaux, etc. Donc vous aviez des châteaux, mais vous avez aussi du proto-industriel, c'est-à-dire des forges, assez nombreuses, des tuileries. Donc vous avez de l'habitat dispersé. Et puis je m'interrogerai dans la dernière partie sur savoir comment vit tout cela, comment un levain est en train de se remettre en place pour essayer de faire vivre ces territoires, se projeter dans l'avenir, essayer de dépasser des challenges. Les challenges, c'est en particulier la transition énergétique, la transition numérique, qui sont importantes pour tous les élus. Vous parlez avec n'importe quel maire du coin, il va vous dire, moi je cherche à accrocher dans mon village ou dans ma communauté de communes une garde pour les enfants, je cherche à ce que le RPI soit amélioré, etc. Enfin, on a des choses très concrètes.
Et je montrais ici donc un bel exemple devant lequel on est passé en revenant de manger. C'est bien entendu le très beau lavoir avec ici donc les sculptures de Pargny. La suivante, s'il vous plaît. Alors, carte d'identité. Un territoire, c'est comme une personne, il faut lui donner une carte d'identité. Alors, elle n'est pas toujours reluisante, bien sûr, la carte d'identité. On a un petit bassin qui a été expliqué donc par mes collègues géomorphologues et géologues, et par les collègues naturalistes également ce matin, 135 km², 21,8 km pour la Saônelle, et un dénivelé de 40 mètres qui fait que l'eau, évidemment, coule très vite et très fort, malgré la perte karstique. Et vous avez ici, donc, la Saônelle qui est mise en image, et puis au-dessus, donc, les ripisylves de cette Saônelle. Et puis, une zone classée, puisqu'on fait des classements en France, ZDS, zone défavorisée simple, avec quand même quelques éléments qui sont inquiétants, 34% de retraités, bon, dans la vallée de la Saônelle, un habitant sur 3 est retraité, 12% d'inactifs, donc 34, ça fait 46, donc ça veut dire qu'il y a la moitié de la population déjà qui ne travaille pas, et puis vous avez donc 24% seulement d'actifs, et puis et surtout, donc pour toute la communauté de communes, 32 habitants au kilomètre carré de moyenne, en incluant le château, ce qui veut dire qu'on a quand même beaucoup de territoires où on a des difficultés à mettre en place un minimum de services pour qu'il y ait rentabilité de ce service. Et on le sait, la nouvelle loi NOTRe il y a 6 ans, a tranché dans le vif, a supprimé un certain nombre de services un peu partout, des gendarmeries, des collèges, etc., puisque maintenant vous êtes dans une grande collectivité. Et puis des territoires qui peuvent être parfois très peu peuplés, comme Sion par exemple, 12 habitants au kilomètre carré. Donc on est très souvent en dessous des seuils de rentabilité, ce qui complique le travail des élus et la vie quotidienne. La suivante. Alors les mots. Bon, des villages qui sont authentiques. Quand on est dans les gens avec qui j'étais dans la voiture tout à l'heure m'ont dit oh, qu'est-ce que c'est beau comme territoire, c'est vrai qu'on ne le connaît pas trop, c'est un beau territoire, on voit de beaux villages, etc. C'est vrai que c'est beau. Avec du matériel vernaculaire, matériel vernaculaire, c'est tout simplement les produits qu'on a tirés du sol ou de la forêt pour pouvoir construire les bâtiments, et on a encore essentiellement du matériel vernaculaire ici. Assez peu de pavillons, sauf peut-être à Frébécourt que je montrerai tout à l'heure. Assez peu de pavillons, assez peu d'installations classées. Il n'y a que 15 emplois dans l'agriculture actuellement pour toute la vallée, c'est très peu. Et puis, habiter, bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tisser des sociabilités, et ici, c'est sans les paysans, parce qu'il n'y en a plus, ou il y en a très peu. Donc, c'est des nouvelles sociabilités par rapport à il y a, disons, 30 ou 40 ans. C'est des sociabilités qui doivent se faire aussi avec des navetteurs, parce que ceux qui travaillent, soit ils sont ouvriers sur le coin, et ils travaillent dans le bois, ou ils sont navetteurs. Et parfois, ils vont même, s'ils sont artisans, ils vont même navetter parfois bien loin. Parce que quand moi qui suis à Nancy, je vois des artisans qui viennent on voit les noms et les adresses, ils viennent parfois de fort loin pour aller chercher du travail, des navetteurs. Et puis aussi, élément d'espoir certainement, des télétravailleurs qui vont revenir peut-être. Ici donc l'image de Midrevaux, la suivante. Alors habiter. J'ai essayé de donner ici 3 définitions. L'une d'un géographe qui s'appelle Dardel, que j'aime beaucoup, qui travaillait dans les années 50 du siècle précédent, et qui nous dit « l'habiter, ce n'est pas du logement, c'est un mode de connaissance du monde et aussi un type de relation à l'affectif. On a tous des relations à l'affectif avec notre habité, avec par exemple notre cuisine, avec le banc qui est devant notre maison, etc. etc. » Pas bien loin d'ici, à Nonville, vous avez une fête du paysage qui s'est faite il y a une vingtaine d'années, et le photographe Claire Arthur interrogeait les gens du coin et leur disait « Je voudrais prendre 2 photos de vous, une dans votre maison et une dans le lieu que vous aimez le plus. » Et souvent, les gens, en effet, se faisaient photographier soit dans leur cuisine, soit sur leur pas de porte, sur leur banc. Et
Quant au lieu où ils aimaient le mieux, bon, ça pouvait être le lieu où ils allaient à la chasse, le lieu où ils avaient trouvé leur fiancé, etc. Bref, un autre lieu dans le village. Marguerite Yourcenar nous dit, elle, construire, c'est collaborer avec la terre. Hein, et un de mes anciens étudiants qui vient de sortir un livre nous dit, notre pays a de l'ADN dans la diversité. Bien oui, en effet, nos territoires sont dans une grande diversité et vous participez à cette diversité. La suivante. Alors, habiter, c'est tout d'abord, bien sûr, le cocon où nous résidons. Habiter, c'est déjà disposer d'un toit, c'est ce qui rassure le plus. Et très longtemps, on a associé à la notion de habiter la notion de feu. Fiscalement, on parlait des feux sous l'Ancien Régime. Bien, le feu, c'est évidemment le lieu le plus vivant de la maison, très souvent. Alors, avec différentes pièces, le bureau, le jardin, de moins en moins de potagers et de plus en plus de pelouses avec des barbecues, partout, y compris ici, et peut-être plus encore ici, parce que les potagers, on va les trouver plutôt en périphérie de ville, voire en ville maintenant. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et résider, c'est prospérer dans un environnement qui est élargi. Alors, les signes de renaissance, eh bien, c'est souvent dans l'habiter, c'est souvent le fait qu'une municipalité va installer, comme ici à côté de la Fontaine-Chapelle, de Midrevaux, va installer des jeux, des toboggans, des choses comme ça. Ça, c'est signe de bonne santé d'un territoire, et c'est tant mieux. La suivante. Donc, un constat, il reste qu'une quinzaine d'emplois agricoles actuellement dans le territoire, et encore certains sont en fin de course, puisque ce sont des agriculteurs qui ont entre 60 et 65 ans, qui prennent leur retraite et qui n'auront pas nécessairement de successeurs. C'est du moins ce qui m'a été dit quand j'ai discuté avec les élus du coin. Et c'est surtout, évidemment, l'agriculture élevage ici, donc les naturalistes ne sont peut-être pas trop inquiets sur la qualité des eaux, etc., parce qu'on a une agriculture qui est encore, a priori, qui semble quand même relativement douce. La suivante. Alors, un tableau, pour vous montrer qu'on a eu une cloche démographique, que le maximum de la cloche démographique, il est très précoce ici, vers 1840. Ça veut dire que le maximum démographique des campagnes ici, c'est sous la monarchie de Juillet, parce que les gens sont partis, et ils avaient peut-être été habitués à partir parce qu'il y avait pas mal de gens qui partaient déjà temporairement. À Réville-les-Chanteurs, c'est à côté de chez vous. À Réville-les-Chanteurs, ça veut dire que les gens partaient vendre en hiver, vous le savez, donc des carnets de chants, des images, etc. Donc l'habitude de partir temporairement a amené un exode rural peut-être plus précoce que dans d'autres lieux. Et puis, bien, vous avez donc la population actuelle, qui est donc sur la troisième colonne, avec parfois des villages qui sont tout petits, comme La Fauche ou Villouxel. La suivante. Alors, parmi ces villages, Frébécourt fait un peu exception, mais Frébécourt est tout près de Neufchâteau. Et vous le voyez, donc, le village initial de Frébécourt, qui est un village tas en haut, est complété donc par des lotissements qui s'appellent les vignes et par des installations classées qui sont presque aussi grosses que le village ancien. Vous connaissez évidemment le territoire, donc je passe à la suivante. Ailleurs, vous le voyez, les changements sont relativement modestes. J'ai mis ici l'image de Pargny, carte des Naudins, donc 1729, 1728, 1739. Monsieur Delaveau a utilisé tout à l'heure aussi cette carte des Naudins. Vous pouvez tous l'utiliser puisqu'elle est en ligne maintenant, donc facile d'accès. Et on voit donc qu'un village comme Pargny, par exemple, a globalement, en dehors des installations classées, a assez peu évolué en l'espace de 2 siècles et demi. Il est resté dans sa morphologie. Il a un peu bougé, bien sûr, mais pas tant que ça. La suivante. Alors, dans ces villages, vous avez de nouveaux espaces publics qui se font, et en particulier, moi j'ai été très heureusement surpris par ce qui s'est fait à Frébécourt, en particulier donc le fait qu'on a réimperméabilisé les sols, en partie.
On n'a pas de l'asphalte partout, on a des sols filtrants qui permettent de faire circuler l'eau, on a réinstillé du verre, parce que ça c'est un discours d'urbain, dire on va mettre des arbres dans la ville, oui, mais là on met des arbres dans les villages, hein. Ça veut dire que les choses changent et que des modèles donc de villages avec un projet durable se mettent en place, et ça me semble être une bonne chose. Prioritairement, bien sûr, tous les élus vont vous mettre des chicanes en entrée de village parce qu'ils ont la trouille, et puis que il faut, voilà. Alors on a ça partout malheureusement, hein, Coussin berlinois, etc. On les a pas nécessairement dans les villages ici parce que j'en ai pas vu, mais il y en a beaucoup d'endroits. En second, l'aménité et le fleurissement. Presque tous les villages sont beaux. Rappelez-vous à ceux de votre enfance, d'il y a 50 ou 60 ans, ils étaient d'une saleté effrayante, bien souvent. Tertiaux, abondés dans le sens du Grenelle en vert et bleu, partout également. On essaye de faire ça. Hein. Et in fine, essayez de trouver de la convivialité. Presque tous les villages, quand vous regardez le site, par exemple, les villages où il fait bon vivre, vous montrent qu'on fait des choses dans le village. On fait un barbecue, on fait une kermesse, on fait des choses pour que les gens puissent vivre un peu ensemble. Alors, la suivante. Fleurir. Hein, bon, je vous montre ici deux exemples que j'ai photographiés. Bon, vous les connaissez. Hein. Midrevaux, ici, avec bac et fontaine. Des fontaines en fonte qui datent de l'époque, en général, qui sont une réponse au choléra, hein, de 1840. Hein. J'en reparlerai. La suivante. Alors, deuxième partie, legs et héritage. Legs et héritage font-ils patrimoine? Je dirais oui, hein, ou contribuent à faire patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui se transmet des parents vers les enfants. Hein. Des villages qui sont restés groupés avec peu d'extension, c'est plutôt favorable. Hein. Ça consomme moins de surface agricole. Et puis, avec la nouvelle loi, l'application de la nouvelle loi NOTRe, de 2017, et ces enveloppes qui sont contraintes, eh bien, les gens construiront dans l'enveloppe. Autrement dit, ne s'étaleront plus comme on l'a fait dans beaucoup trop d'endroits. Et puis des formes d'habitat dispersés anciennes, hein, les châteaux, maisons fortes, etc. La suivante. Voilà ici, par exemple, le village-rue, hein, et village-tas typique, identifié sur la carte des Naudins. Vous avez ici Midrevaux, hein, avec la carte des Naudins, avec le cadastre et avec Google Earth. Hein. On voit qu'il y a une certaine continuité et un certain cadrage et que les choses se ressemblent, hein, entre ces trois territoires, en soulignant que localement, vous avez quand même une très grande chance. La plupart des villages ont gardé les ruisseaux ouverts. Il n'y a que Sion qui a dû couvrir le sien, qui passait dans la rue de l'église, au milieu du village. Ailleurs, on a gardé, et ça, c'est pour le XXIe siècle, c'est un très bel avantage. La suivante. Alors voilà, des villages-tas comme Frébécourt, que j'ai déjà montré tout à l'heure, vous voyez, qui ressemblent parfaitement bien au village de la carte des Naudins, qui indique également de façon peut-être pas tout à fait juste, le château de Bourg-les-Monts, hein, parce que la carte des Naudins offre parfois des erreurs dans le détail. On veut grossir en particulier la dimension stratégique des choses, hein, pour faire peur à l'ennemi. Hein. Alors évidemment avec l'étalement que j'ai évoqué là tout à l'heure. La suivante. La suivante, elle rappelle que les élus en 1840 ont été confrontés à quelque chose de terrible, c'est l'épidémie de choléra. L'épidémie de choléra qui va surtout sévir dans ces confins ici de l'ouest des Vosges, de la Haute-Marne, de la Meuse, hein, qui sont malheureusement des départements qui sont classés au hit parade de cette épidémie de choléra, hein, de la monarchie de Juillet. Et les élus n'ont eu comme réponse, et c'est une réponse heureuse, hein, que de demander l'aide, évidemment, des maîtres de forge et de construire des fontaines qui sont extrêmement variées dans leurs formes. J'aime beaucoup celle de Sion qui a une forme comme ceci, avec deux fontaines perpendiculaires l'une à l'autre, presque en face de l'église, ou bien encore cette fontaine ici qui est celle de Pargny et celle de Midrevaux, hein, de très belles fontaines. Alors,
on peut inviter les gens du territoire peut-être à faire un chemin d'initiation, découverte des fontaines et de l'eau, pourquoi pas, ça serait certainement bien. Et puis j'ai mis ici aussi le lavoir de Frébécourt. La suivante. Alors voilà ce qu'il en est de la situation au moment justement de la crise colérique que j'ai évoquée. Vous voyez que vos villages ici sont archi-plans, avec beaucoup de pauvres évidemment, avec beaucoup de peu d'efforts sanitaires, et il y aura une grande mortalité. Vous voyez que... Alors j'ai mis une interrogation parce que j'ai trouvé que les censitaires, les électeurs de Frébécourt étaient aussi nombreux que les ménages. Je pense que j'ai dû me tromper et j'ai pas réussi à retrouver où était l'erreur, parce que vous le constatez, s'il y a eu exode rural, c'est parce que les gens étaient pauvres. Et un des critères pour savoir si les gens étaient pauvres, c'est de savoir s'ils étaient électeurs. Électeurs censitaires, ça veut dire payant l'impôt. Seuls ceux qui payaient l'impôt étaient évidemment électeurs. Et vous voyez que, par exemple, à Pargny, on a 150 ménages, on n'a que 47 électeurs, c'est-à-dire 1 sur 3. Alors que le cens a déjà baissé. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait encore moins. Donc on constate qu'on a des villages qui sont relativement pauvres, des villages où il y a également beaucoup d'entassements, puisqu'on a souvent un ménage et demi par maison. On a un ménage et demi, 2 villages par maison. La suivante. Alors, on a aussi, bien entendu, sur ces confins, quantité de châteaux. Monsieur Juliato va en parler, je ne fais que le rappeler ici. Des châteaux, donc, comme Bourg-les-Monts ou comme la Fauche, et puis des fortifications, comme les fortifications de Serré-de-Rivière, qui sont en deuxième plan de défense par rapport à la ligne qui fait tout le Épinal, Belfort. La suivante. Alors, je m'attacherai un petit peu à Rorthais parce que je connais bien le lieu. Bon, vous avez ici une maison forte. L'inventaire de la maison est connu par un aveu, ça veut dire par un descriptif, qui est celui donc de Claude Dessalles. Claude Dessalles est maréchal de Lorraine au début du XVIIIe siècle, maréchal des Lorraines de Léopold, et vous avez donc ici grange, grenier, etc. Ce site de Rorthais a été, vous le savez aussi, une ferme expérimentale. À l'aube du XIXe siècle, on y élevait des mérinos, on y élevait des porcs de grande race, etc., etc. Alors vous avez toutes les 3 images. Vous avez Rorthais sur Naudin, vous avez Rorthais avec sa piscine aujourd'hui. Le propriétaire n'a pas l'eau, il a un système d'eau qui est spécifique à lui. Et puis le château, le Rorthais, donc sur son éperon, puisqu'il domine ici le ruisseau. La suivante. Alors, on a des forges proto-industrielles qui sont nombreuses dans le coin. Alors, où va-t-on chercher le fer? On s'est posé la question, tout à l'heure, on rediscutait de ça. Certainement des nodules de fer fort donc, sur les plateaux, mais également du minerai de fer qu'on va chercher dans le massif de Darney, puisqu'on a des documents d'archives qui plaident dans ce sens-là. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est de rappeler donc qu'il y a ces moulins, ces fourneaux un peu partout, en particulier à l'Éfole-le-Petit, avec ici la perte de la Saunelle, qui est marquée ruisseau dans les terres. Le ruisseau qui s'enfonce dans les terres et qui ressort après, ou bien encore ici la digue étant de Sionne. La suivante. Eh bien voilà Sionne ici avec... Donc j'ai fait un montage pour montrer donc les différents étangs qui permettaient de faire fonctionner les moulins et les forges. Et puis donc vous avez ici l'image aérienne de la forge et un cliché qui présente la même forge. Alors je ne me suis pas avancé parce que c'était marqué que c'était interdit d'accéder, donc je n'ai pas osé y aller. Mais voilà, donc on a une image un peu lointaine. La suivante. Alors, voilà la deuxième forge de Sionne. J'ai indiqué les statistiques à la veille de l'effondrement de ce système.
À Sion même, on a les forges Muel où il y a 60 ouvriers, ça produit 2000 tonnes par an. C'est peanuts par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est important pour l'époque. Et puis l'autre forge, donc ce bâtiment, c'est 15 ouvriers. C'est le fameux martinet, le moulin, ce qu'on appelle le moulin de Sion. La suivante. Alors on a aussi des fermes isolées, quelques-unes, des fermes à cours fermés, des fermes défensives comme Lavaux, et puis la tuilerie de Frébécourt, qui est au nord de Frébécourt. La suivante. Et encore, on a d'autres habitats qui aujourd'hui sont gommés, donc vous en parlerez beaucoup demain. Vous avez ici l'abbaye, telle qu'elle est présentée chez Naudin, avec les différents chapelets d'étangs, puisque cette abbaye a eu un haut fourneau jusqu'en 1706, si mes souvenirs sont bons. Et puis, vous avez également d'autres habitats, comme au nord de Sion, et vous avez ici le tracé de la frontière Lorraine-France, et vous avez donc quelques habitats qui sont sur la vallée qu'on appelle la vallée des enfants, la combe des enfants. Ça correspond au territoire où Dominique, tout à l'heure, ce matin, a parlé de Grèze-Lité. On est au même endroit. La suivante. Alors, quelle est l'actualité de ce territoire ? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cela après avoir défini l'habité et après avoir vu qu'il y a du patrimoine? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que les gens vivent, travaillent, prospèrent et essayent de créer de la richesse. Bien, aujourd'hui, si on veut avancer, il faut tout d'abord avancer dans la transition énergétique, dans la transition numérique. C'est loin d'être simple. Visiblement, au niveau du numérique, ça a l'air d'avoir avancé, c'est bien. Profiter aussi peut-être du glissement des pénalités, parce qu'il y a 40 ans, on disait, vous nous intéressez pas, c'est les territoires qu'on laissait de côté. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes grilles de critères, donc on voit vos territoires en particulier qui peuvent renaître parce que les critères sont différents. Les critères ne sont plus l'attractivité, la compétitivité, les critères, ça peut être, j'ai fait une école de commerce, mais en fait, j'ai envie de devenir ébéniste. Voilà le genre de profil qu'on trouve de plus en plus. Donc, eh bien, si on a ce type de modèle, on a évidemment un changement de société et on a une redistribution des gens qui est possible. J'étais chef éducateur dans une grande entreprise, je veux devenir jardinier. J'ai un copain qui a fait ça. Bon, voilà. Donc, on a quand même sur la marche pas mal de choses comme ça. Le Covid a également fait changer les choses. Ce qui veut dire que l'hyper-ruralité, c'est un terme qui avait été employé par un sénateur de Lozère, n'est plus rédhibitoire. Et ça, c'est bien. Des publics, donc, de nouveaux publics peuvent s'installer, des primo-accédants, parce que le prix du mètre carré, ici, c'est quand même que 600 € le mètre carré. C'est du moins ce que donnent les agences de notaires. Plutôt avec des racines sur place, des télétravailleurs, des auto-entrepreneurs, des retraités, et puis il faut être honnête, il y a aussi des pauvres et des cas sociaux qui peuvent venir, qui peuvent peupler les campagnes en difficulté. Voilà. Alors si l'emploi n'est pas toujours partagé, si l'emploi n'est pas toujours le ciment partagé, le vivre ensemble peut être aussi une qualité de rebond. Mais c'est vrai qu'avec 34 plus 12, 34% de retraités plus 12% de sans-emploi, il faut nécessairement que les choses évoluent pour retrouver plus de richesse. La suivante. Alors restaurer, entretenir, requalifier, je pense qu'il y a beaucoup de gros efforts qui ont été faits partout. Tout est propre, tout est beau, tout est refait, ou presque. Et ça me semble important. Ça veut dire que l'enveloppe de contraintes de la loi NOTRe est quelque chose de plutôt positif pour des villages qui n'avaient pas grandi, qui ne s'étaient pas étalés. On a très peu de points noirs. Bon, je souligne quand même celui de la gare de Sion, avec ses 500 mètres donc, de ferrailleurs. Mais bon, il faut bien aussi avoir le discours cohérent de dire, si on recycle, il faut bien, quelque part, on stocke le recyclage. Bon. Et puis, on a des travaux qui sont plutôt bien faits, des chantiers qui sont plutôt de bonne qualité, des résidences secondaires et des logements vacants qui sont moins nombreux que précédemment. La suivante. Alors, la suivante, eh bien, justement, c'est l'enquête de 1951 qui vous montre, pour Pargny-sous-Murau, en gris et avec des pointillés,
toutes les maisons qui sont abandonnées ou qui sont en ruine. Vous voyez qu'il y en a un paquet hein, dans le centre du village. Et j'ai mis ici l'image en haut de l'actuel que je vais redévelopper un tout petit peu plus loin. Donc vous voyez, il y a au moins pas loin d'une vingtaine de maisons qui sont soit abandonnées, soit inhabitées. La suivante. Là, la suivante, c'est le même village, avec, vous voyez, des choses qui ont assez peu bougé, mais une usine, une installation classée, bref, et un bâti qui est presque complètement aujourd'hui utilisé. La suivante. Bien, des villages qui sont en chantier. Je ne dévoilerai pas rien, mais une des 3 maisons ici est celle du cuisinier qui nous a fait à manger à midi et qui a refait une maison. Donc, et il est jeune, il a, je sais pas, 35-40 ans peut-être. Hein. Donc c'est signe plutôt de bonne santé d'un territoire, de voir des jeunes qui refont. Hein. La maison du bas, c'est une jeune retraitée qui est venue se réinstaller dans son village hein, parce qu'elle voulait récupérer la maison de sa grand-mère. Voilà. Donc vous avez comme ça un peu partout dans les villages reprise. J'ai encore 2 minutes ou pas? 1 minute et demie. Allez, on termine. La suivante. On a des toitures qui sont en bonne santé. Quand on regarde de l'extérieur les villages, c'est plutôt un signe de très bonne santé. Hein. Et on voit que même les petites maisons ont été très largement réutilisées. La suivante. On a des grandes ou des petites maisons qui ont été utilisées. Alors les petites, elles ont un général preneur, mais les très grandes, les fermes de laboureurs, c'est difficile. Visiblement, ici, elles semblent utilisées. C'est bien. La suivante. Et puis on a dans le détail quantité de tout petits objets qui sont magnifiques. Hein. Il y a de très beaux œils de bœuf, celui de Sion avec ses fleurs là en haut, ou bien encore des balais de sorcières, hein, et puis des usoirs qui sont globalement plutôt bien faits. Hein. On n'a pas trop de gens qui se ferment derrière des grandes grilles noires qui remplaceraient l'usoir. J'espère que personne ne le fera, hein, parce que c'est vraiment affreux. C'est vraiment affreux. Voilà, la suivante. Donc vous avez peut-être des conseillers CAE qui vous aident bien. Et puis vous avez quelques maisons qui sont magnifiquement dans leur jus, hein, comme celle-ci. On est passé devant quand on est allé manger tout à l'heure, hein, qui est très belle, avec des toits de lauze. Alors là, je me suis permis de mettre la maison, mais je ne mettrai pas dans les publications, c'est simplement pour l'exposé oral. Je respecte l'intimité des gens. La suivante. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui, hein, du bâti. Vous voyez qu'il y a peu de logements vacants, peu de résidences secondaires, beaucoup de résidences principales. Hein. Donc on a des villages qui sont globalement vivants. Voilà. Si on compare avec la statistique de 54, vous voyez que c'était très très différent. La suivante. Donc soigner des espaces publics participe bien entendu à cette vie. Hein. Alors dans les villages, la trilogie classique, église, monument aux morts, mairie, n'a plus trop de sens aujourd'hui parce que ce sont des lieux qui sont de moins en moins fréquentés. Hein. Mais on a d'autres lieux qui naissent. Et je vous rappelle qu'ici, vous êtes dans une paroisse qui aujourd'hui est gigantesque, un prêtre de diacre pour 19 000 habitants avec 55 églises et chapelles à gérer. Le pauvre homme. Il est peut-être dans la salle, non? Non. Ah bien, il n'y en a plus. Je suis désolé. Alors, il n'y a pas longtemps. Oui, donc, je suis excusé, 1er septembre. Je suis excusé, d'accord. Donc, les maîtres mots, aujourd'hui, c'est emploi, couverture sanitaire, crainte du désert médical, organisation du RPI, hein, suivi de la petite enfance, etc., hein. Et il y a aussi, évidemment, vulnérabilité énergétique, puisque tout le monde a 2 voitures et parfois on a des maisons qui sont quand même mal isolées. Donc il faut acter tout cela, hein, pour aller plus loin. Avec, j'ai plus le temps d'en parler, avec en particulier donc l'idée peut-être collectivement de faire un diagnostic donc, pour mettre du solaire. La suivante. On a fini, ou presque. Un beau patrimoine lié à l'eau, des ruisseaux qui passent dans les villages, c'est quand même très beau, c'est pas si courant que ça. Une fontaine-chapelle ici, ça c'est hors du commun, bien entendu. La suivante,
Et puis même un très beau égayoir ici à Midrevaux avec 2 bâtiments. C'est peut-être presque le contre-exemple avec deux bâtiments qui sont derrière. La suivante. Et cette synthèse, ça vous le regarderez dans le texte parce que c'est beaucoup plus technique, hein, pour voir un peu qui est acteur dans ces territoires et comment ça joue entre le local et le national. Mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'en aurai pour une demi-heure pour elle toute seule, donc ça sera dans le texte. Voilà, la suivante, conclusion. Hein. Bien, le sous-bassin de la Sonnelle est peut-être un exemple ordinaire, bien entendu, mais c'est un exemple qui est discret, qui est intéressant, hein, et qui montre des formes de renaissance qui émergent un peu partout, et c'est bien. Donc l'asthénie, la décroissance, me semble appartenir plutôt au passé, ce qui est plutôt bien, mais les villages quand même, enfin plutôt le territoire reste quand même sous perfusion, parce que l'essentiel du revenu, c'est quand même les retraites. Hein, c'est donc pas un signe de forte vitalité, même si les retraites des retraités d'aujourd'hui sont parfois assez convenables, hein, ce n'est pas un signe de bonne santé. Hein. Donc il faut conserver de l'emploi, ce qui n'est pas du tout évident, hein, ou éventuellement télétravailler, etc. Il est probablement moins difficile de tisser du lien social dans ces lieux, et je pense que c'est ça qui attire aussi les gens. Je vous remercie sur ça avec la direction donc, de la vallée de la Sonnelle. Merci beaucoup. Donc, merci, Monsieur Husson, pour cette intéressante causerie sur le bon vivre dans la vallée de la Sonnelle. Voilà. Donc, rapidement maintenant, nous arrivons à l'heure de la petite collation, mais on a quand même 5 minutes éventuellement pour répondre éventuellement à des questions. Pardon ? Une question ? Non, c'est simplement pour Jean-Pierre Husson. Vous avez parlé donc de vie, de prise de conscience, etc. Et je voudrais quand même rappeler la figure de quelqu'un qui a habité Sionne et qui mériterait sa rue à Sionne. C'est Jean Mougin qui a, par ses publications, par ses revues, par même un livre posthume, magnifique sur cette vallée de la Sonnelle. Juste, Jean-François, c'est oui. Juste dire que c'était le président fondateur de Maison Paysanne des Vosges. Voilà. Et bon, faisait peut-être un peu grincer puisqu'il était directeur de l'URSSAF, mais il était en même temps président, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et si beaucoup de maisons ont été restaurées dans le goût, c'est essentiellement grâce à lui. Merci Jean-François, bien sûr. Hein, toutes les associations ont œuvré avec les CAUE pour aider les gens à intelligemment donc, reconstruire, réparer, refaire et faire vivre leur maison. Alors comme ce matin pour Dralé, pour Neuchâteau, eh bien, on peut en effet demander au maire de Sionne peut-être de faire une place ou une rue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rues à Sionne, peut-être une place ou un endroit, donc qui rende mémoire à cette personne. Oui, il était en fait de Frebécourt. Donc il habitait, c'est vrai qu'il avait une maison à Sionne, mais il était originaire de Frebécourt. François, ici. Pardon, Oui. Excuse, vas-y. Oui, je voudrais simplement demander à Jean-Pierre Husson s'il avait lu le programme des journées d'études vosgiennes. Parce que tu t'es mis à parler de la métallurgie, j'étais tout oui, évidemment, hein, mais je croyais que c'était dimanche qu'on en parlait. Alors, hein. C'est très gentil d'introduire le sujet. Hein, mais voilà, comme tu as été un peu court, dans le temps, peut-être que tu aurais pu t'abstenir. Voilà. Merci. Je voulais faire une double excuse. Donc tout d'abord dire que je ne peux pas être dimanche. J'ai une fête de famille qui m'est tombée dessus au dernier moment, donc j'avais prévenu les journées d'études vosgiennes. Et puis je pensais qu'à ce moment-là, comme on parlerait en même temps, ouvrir le sujet ou le compléter par deux images
deux images que l'autre Jean-Pierre aurait montrées, deux images qui compléteraient celles que l'autre Jean-Pierre aurait évoquées. Moi, je voulais simplement dire qu'on a de l'habitat dispersé ici, ce qui n'est pas si courant que ça, hein, dans l'habitat. On a quand même de l'habitat dispersé, ce qui est assez original. Alors, c'est en effet essentiellement l'aguettage des muelles pour Sion, mais on a le spécialiste qui est là et qui nous en parlera avec joie. Chasante Muel a fait les mauvais choix puisqu'il a modernisé son entreprise à un moment où tout le proto-industriel s'effondrait. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vous avez parlé de ballet de sorcières, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont comment on appelle ça? Si vous voulez, les morceaux de fièvre qui bouchent les fenêtres, notamment les fenêtres de cave. Ah, voilà. Hein, vous voyez, elles sont. C'est pas, au lieu que ce soit une barre toute simple, c'est une barre avec des pics, je dirais. Voilà. Moi, j'ai découvert un mot, c'est le mot navetteur. Oh ben, je ne sais pas s'il est dans la langue française, mais il est chez les géographes, enfin il est chez tous les gens qui parlent de travail, ceux qui font des navettes. 60 000 personnes qui viennent à Nancy tous les jours, y compris depuis ici. Hein. Bien sûr. Quel bazar. Bien sûr. 60 000 voitures comptabilisées tous les jours, oui, enfin tous les jours de travail. Ouais. Je confirme. D'autres? Bon, d'accord. Bon. D'autres questions? Oui? Non? Pas de questions?